Bon, je vous remercie de vos réponses que cette assemblée a suivies avec beaucoup d'attention. Et en plus, vous avez su vous inscrire tout à fait dans les créneaux horaires qui vous avaient été indiqués. Donc, je vous en félicite grandement. Et je vous invite maintenant à donner, si vous le souhaitez, vos impressions sur cette soirée des grands échanges et de bien vouloir conclure vos interventions. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Si je veux donner une conclusion, c'est qu'une campagne présidentielle, ce n'est pas simplement une compétition entre personnes. Il y aura beaucoup de cela. L'un dira qu'il est président et qu'il a donc reçu la formation appropriée. Il sera dit de l'autre qu'il n'a même pas été ministre. Comme si, quand je regarde la composition des gouvernements depuis 10 ans, je ne serais pas plus cruel, je me dis que ma condition est quand même plus élevée. Mais c'est à démontrer. Bien sûr que ce sera une compétition personnelle qui est capable, qui donne conviction, une sincérité suffisante pour entraîner le pays. Mais c'est d'abord une élection présidentielle, un enjeu de société, une affaire collective dont le pays doit s'emparer. Ce n'est pas une joute. Il y a des éléments de clivage qu'il faut reconnaître. Il y aura des choix qui vont engager la nation pour longtemps. Il y aura sûrement des conséquences très importantes pour notre protection sociale, pour nos valeurs, pour notre école. Et si on ne dit pas la hauteur des enjeux, alors on sera dans la médiocrité des débats, dans la facilité, dans le mensonge, dans la réduction du grand sujet à de médiocres intérêts. Donc c'est une affaire collective. Je ne gagnerai que s'il y a un mouvement collectif. D'ailleurs, les grandes victoires de la gauche, si je m'arrête à 1980, 1990, même 1997, c'était un autre contexte, les grandes victoires ont toujours été précédées de mouvements. Il faut qu'il y ait du mouvement. Si la société est inerte, franchement, la gauche ne pourra pas être elle-même dynamique. Deuxième conclusion, c'est qu'une élection, c'est un clivage. Il y a un choix. Et donc, il y a une séparation à un moment du pays. Et pourtant, le rôle du président de la République, tel que je le conçois, c'est de rassembler, c'est d'unifier, c'est de réconcilier, c'est d'apaiser. Même à un moment où c'est particulièrement âpre, difficile, le rôle du président, ça sera d'élever le pays, de le respecter. Et c'est pourquoi j'ai fait cette distinction entre le mode d'exercice de la fonction présidentielle et celui que je revendique pour le pays. Et ça ne veut pas dire de ne pas faire de choix. Vous dire, ah oui, si vous voulez rassembler, c'est que vous voulez toujours le compromis, si vous voulez toujours qu'on trouve l'équilibre. Non! Il faudra faire des choix et en même temps permettre que chacun soit respecté, soit élevé, soit honoré. Ça, c'est ma conception de l'élection, du président de la République. Le président de la République, ce n'est pas un homme ou une femme qui sépare, qui stigmatise, qui divise. Ça doit être celui ou celle dans lequel le pays se reconnaît, même s'il n'a pas voté pour lui. Troisième élément de conclusion. J'ai mis la jeunesse au cœur de mon engagement, parce que je considère que la transmission générationnelle est l'élément le plus décisif. Et c'est pourquoi j'ai tant insisté ce soir sur l'école de la République. Ce n'est pas simplement une affaire de moyens, ce n'est pas simplement une affaire d'effectifs. C'est ce qui unit le pays, justement. C'est ce qui peut lui donner confiance. Ça ne veut pas dire que tout passe par l'école. Et on fait quelquefois peser sur l'école une des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Mais c'est aussi par là que ça passe. Et je veux que cette génération qui arrive là,
qui a moins de 20 ans aujourd'hui vivent mieux. En 1981, c'était changer la vie. Ben déjà, si on changeait la vie des moins de 20 ans, si au terme du quinquennat, donc en 2017, si je suis choisi par les Français, je constatais que la génération nouvelle vit mieux qu'en 2012, j'aurais finalement conscience d'avoir réussi. Si vous faites cet exercice pour le président sortant, je ne suis pas sûr qu'il arrivera à bon port. Mais ce qui compte pour moi, c'est non pas d'être à la tête d'un navire, je me méfie, je vous l'ai dit, de ces métaphores de navigation, mais ce qui compte, c'est de pouvoir emmener une génération vers le progrès. Je vous ai parlé du progrès, parce que c'est ça la grande idée. Si la République ne porte plus le progrès, la République sera menacée dans son essence même. Et moi, je suis un républicain. Et un républicain, il doit porter le progrès. François Hollande, merci de votre participation. Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce qu'à Lorient, je vois peu de sœurs. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait ici gloser. Mais les frères qui se sont engagés ici l'ont fait sans aucune retenue. Avec, je dois le dire aussi, un talent qui a peut-être aiguisé le vôtre que l'on connaissait déjà. Vous vous êtes exprimé d'abord, c'est vrai, dans une assemblée qui, hors les décors qui l'ornent et qui sont parfois exotiques pour ceux qui ne les connaissent pas, est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont dans une certaine culture, une culture très particulière, qui est faite de thèmes et de concepts que vous reconnaîtrez peut-être, qui sont ceux d'abord de la reconnaissance. Vous savez qu'il y a dans nos rituels, ou vous ne savez pas qu'il y a dans nos rituels un terme, la reconnaissance. Nous disons que nous nous reconnaissons comme tels. Et ce thème de la reconnaissance, reconnaître l'autre, qui est l'un des fondements de notre engagement, est quelque chose de très important, parce que si vous avez évoqué toutes ces difficultés que nous vivons à l'heure actuelle, en particulier dans les banlieues, en particulier et surtout, bien sûr, avec la jeunesse, qui est aussi une de nos préoccupations, c'est qu'il y a là toutes des franges de population qui ne sont pas reconnues comme telles et à qui on donne des a priori, des descriptions qui sont des descriptions, qui éventuellement les fixent dans des caricatures où ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Les jeunes ne sont que des adultes en devenir. Et nous essayons de dire que ce sont les acteurs de la société actuelle. Les jeunes sont ici et maintenant en vie, avec une nécessité pour nous, c'est de reconnaître leur participation à la société. C'est la première des choses. C'est la première des choses et qui évitera qu'il y ait parfois des débordements. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez nous un désir profond d'affirmer notre identité sociale. Ce terme d'identité sociale qui est dans la recherche des révoltes au-delà de la Méditerranée, c'est aussi la recherche d'une légitimité que l'on retrouve à l'intérieur de la République, que l'on devrait retrouver à la République, et qui est souvent niée à l'heure actuelle. Le citoyen, vous l'avez dit, mais nous l'affirmons ici, disparaît devant des impératifs. Et ça, c'est une des problématiques de la laïcité. Parce que c'est vrai qu'on a entendu dire qu'il y avait des cléricatures et que certaines cléricatures étaient plus légitimes que d'autres, qu'il y avait un certain nombre de spiritualités qui étaient plus légitimes que d'autres. On oublie que Jean Jaurès, en 1885,
disait déjà que la plus grande chose qu'il y a au monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. L'esprit ne se mesure pas à l'aune des religions, et quand l'on dit que l'instituteur est moins légitime peut-être dans la société que le religieux, on peut se poser un certain nombre de questions, mais d'autres questions arrivent qu'on n'a pas trop évoquées. C'est celle d'autres cléricatures qui sont les cléricatures de l'argent. Et quand l'on voit dans certains pays, en Italie, M. Monti, pour ne pas le nommer, en Grèce, M. Papademos, à la BCE, des hommes qui sortent de chez Goldman Sachs, on peut le dire, qui ont été des salariés pendant longtemps d'une banque qui pourtant s'est trouvée à l'origine de notre crise, on est quand même fondé à se poser un certain nombre de questions sur ces cléricatures maintenant qui font de l'argent une mystique. On ne l'a pas peut-être suffisamment évoqué ici. Remettre l'argent au rôle d'outil et non pas de fin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous oblige parfois de sortir des discours qui sont des discours qu'on nous dit utopiques, simplement parce que nous sommes dans une obligation de système qui nous contraignent et où la liberté que vous avez évoquée est parfois la dernière des choses. Autre chose, enfin, pour terminer, qui nous, ici, nous tient à cœur, c'est le sentiment que vous avez évoqué avec d'autres mots d'une dette sociale. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion, la conclusion c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous.